Raconte-moi, du coup, on a parlé de, je sais plus comment on en est venu du sujet, on parlait, et oui, quelqu'un qui demandait si c'était intéressant d'avoir une conférence qui parle du rôle des syndicats dans les entreprises, des syndicats salariés, et tu as mentionné le fait que toi-même, tu sois représentant ou tu sois affilié à un syndicat. Explique-nous tout, je veux pas faire les réponses à ta place. Pas de problème. Moi, je suis délégué syndical Mhm. depuis. Là, j'arrive à la fin de mon mandat, donc ça fait 3 ans. Et puis, j'ai été élu et représentant du personnel avant. Ouais, effectivement, sur Twitter, quelqu'un se posait la question et disait que dans la tech, c'était un sujet qui n'était pas forcément toujours abordé ou qui était mal vu. Ouais, ouais, Alors ouais. moi, je bosse pas dans une boîte de la tech, mais je bosse dans une DSI. Donc voilà, c'est pour ça que c'était intéressant ce retour d'expérience. Et si tu veux, quand on me parle de délégués syndicaux ou des syndicats, souvent on a une image un petit peu comme ça. C'est des mecs qui veulent tout bloquer, qui font la grève, etc. Et qui finalement font pas toujours. En tout cas, une partie de la population a cette image-là. Et en Ouais. fait, moi, c'est pas du tout l'expérience que j'ai en tant que délégué syndical, puisque, si tu veux, moi, j'ai pu faire avancer des sujets hyper intéressants, notamment avant la pandémie, on avait déjà signé un accord hyper avantageux sur le télétravail. C'est parce que j'ai pu, tu vois, en tant que délégué syndical, apporter ces Mhm. questions-là. Et en fait, tu vois, typiquement, nous, pour la pandémie, tout était prêt pour le télétravail. L'accord, il était déjà là. On n'a rien eu de particulier à faire. Tu peux aussi agir sur des sujets hyper intéressants, genre négocier des indemnités kilométriques vélo pour les salariés qui viennent en vélo, des prises en charge de transport en Ouais. commun. Donc, tu as des vrais trucs super intéressants et tu n'as pas juste je vais faire le piquet de Mhm. grève, etc., etc. Ça peut arriver. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais ça peut arriver. Mais souvent, ce qui est intéressant, c'est la discussion avec la direction et essayer de trouver finalement les meilleures alternatives pour les salariés, en dehors presque, tu vois, de toute étiquette syndicale. D'ailleurs, ça n'a même pas l'intérêt que je vous donne forcément mon étiquette, parce que suivant l'échelle de ta boîte, finalement, ce qui va être important, c'est d'aller voir les collègues, de discuter quelles sont leurs problématiques, quelles sont aussi leurs envies, etc. etc. Et honnêtement, c'est hyper enrichissant. Moi, j'invite vraiment tout le monde à au moins s'intéresser un peu à cette question-là. En plus, il y a un peu une crise quand même des vocations, on va dire, dans la représentation des salariés. C'est très, très compliqué. La loi a évolué, elle a quand même minoré les possibilités d'action, mais aussi j'ai l'impression que les salariés s'éloignent un petit peu de ça, peut-être parce qu'ils ont une image dégradée, hein, je ne sais pas, de ce qu'est les syndicats, quoi. Complètement. Du coup, c'est quoi non, un délégué du personnel? Ça, c'est quand tu dis représentant du personnel, c'est un délégué du personnel? En fait, représentant du personnel, c'est que tu as été élu lors d'une élection et tu as donc un mandat pour représenter. Alors, ça n'existe plus vraiment maintenant, d'ailleurs, représentant du personnel dans les nouvelles formes, parce qu'avant, on avait les comités d'entreprise, maintenant, c'est devenu les comités sociaux et économiques, je ne sais plus dans quel ordre. Mhm. CSE. Ouais, c'est ça, CSE, et je suis plus sûr qu'il y a exactement un représentant du personnel comme nom. En tout cas, il y a élu. Après, quand tu es représentant d'un syndicat, moi c'est mon cas, tu deviens ce qu'on appelle délégué syndical. Donc c'est encore une autre casquette et c'est typiquement toi qui est amené à discuter directement avec la direction pour signer des accords d'entreprise. Donc là, c'est vachement plus engageant que, entre guillemets, simple élu, où tu sièges Mhm. parmi les élus du CSE, mais quand tu es délégué syndical, bien finalement, c'est toi qui apposes ta signature en bas de certains accords qui peut-être vont vivre 10 ou 15 ans. Donc, il y a une forme de responsabilité. Mais, mais en même temps, c'est super gratifiant quand ça se passe bien avec une direction, parce que des fois, ça peut être un peu frontal, mais quand tu arrives à avoir un dialogue constructif et que de part et d'autre, ça joue le jeu, c'est-à-dire c'est dans la confrontation, mais malgré tout, tu arrives à trouver des issues qui sont favorables pour les salariés et qui en même temps sont acceptables par l'employeur. Bon, ben voilà, c'est tout l'intérêt du jeu. Et là, ça fait quelques années que je suis dans cette boîte-là qui n'est pas dans la tech, mais précédemment, j'ai bossé à l'époque, on disait des SS2I, je crois que maintenant on dit plus Ouais. comme ça, mais Les ESN. ouais, voilà, des ESN. Euh, et je m'étais dit à l'époque, alors que j'étais pas spécialement intéressé par ça, que c'était hyper pauvre en termes de représentants des salariés, que Ouais. c'était hyper atténué. Et je me rappelle à l'époque, il y avait des mouvements sociaux, alors je sais plus ce que c'était, et j'étais, en tout cas, de mon point de vue, j'étais assez effaré de voir l'ensemble des collègues être complètement presque déconnectés de ces réalités-là. Alors, est-ce que Parce que ça t'es en vient. région en plus, non? Ouais, moi je suis sur la région grenobloise. Parce que Je 2012-2013, moi, il y avait des mouvements sociaux parce qu'il y avait la fusion juridique d'Altran.
Ouais, il y avait des trucs comme ça, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, hein. Ouais. Moi, j'ai bossé pour des grosses boîtes, genre du Capgemini, des trucs comme ça. Mhm. Enfin, j'ai toujours été halluciné de voir alors après, aussi, c'est sur de boîtes qui peuvent un peu écraser des fois, hein, le dialogue social, c'est compliqué, hein. Là où je suis, c'est beaucoup plus confortable. Tu vois, on est une entreprise de 600 salariés, donc la discussion est plus directe avec Ouais. les employeurs. Dans les plus grosses structures, c'est clair, je me mets à la place des délégués syndicaux, ça doit être un peu plus touchy, plus pour le coup plus politique, puisque forcément tu agis à une plus grande échelle. Mais pour des structures peut-être plus modestes, il y a vraiment, il y a vraiment moyen de faire bouger les lignes en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Alors le délégué du personnel, il y a effectivement dans beaucoup de boîtes de la tech, surtout les petites boîtes, une carence de candidats et ça permet à l'entreprise de pas en avoir et de pas constituer de CSE. Et ça c'est un souci. Il faut pas hésiter à candidater tout simplement, hein. Normalement, il doit y avoir un tableau d'affichage dans votre entreprise ou simplement vous mettez un message sur Slack en disant que vous êtes candidat et ça vous permet de participer à la conversation en tant que représentant du personnel, quoi. Ouais, non, vraiment, c'est hyper important. En fait, il faut pas le voir juste comme je sais pas, comme porter un message politique. C'est Mm. pas du tout ça en fait. Enfin, moi je sais on s'est souvent posé des questions avec la direction sur les conditions de travail. Qu'est-ce qui serait, enfin, des questions toutes bêtes sur les aménagements des bureaux, je sais pas, de l'espace restauration, enfin des trucs qui peuvent paraître comme ça un peu anodins, mais qui finalement, quand on peut interroger les salariés et prendre en compte réellement leurs problématiques. Enfin, je donne un exemple tout simple du rôle que ça peut avoir. Ça peut paraître dérisoire, mais on a déménagé de siège social. Si on n'avait pas été interrogé, on n'aurait pas eu ce qu'on a aujourd'hui qui est vachement génial, c'est qu'on a des grands vestiaires pour les hommes et pour les femmes, avec deux douches, des casiers pour mettre ses affaires, ce qui fait que les gens qui viennent en vélo, parce que nous, je suis à Grenoble, c'est une ville où il y a pas mal de sportifs, donc les gens viennent en courant, en Ouais. vélo, etc., ben, on a un vestiaire immense avec une quinzaine de casiers qu'on peut cadenasser pour mettre ses affaires, etc. Eh ben, ça paraît bête, mais si on n'avait pas eu cette discussion avec l'employeur, de lui-même, il n'y aurait peut-être pas forcément pensé. On a pu faire ça, on a pu négocier, entre guillemets, un local à vélo très grand. C'est des trucs qui sont bêtes, mais en fait, au quotidien, ça apporte un vrai confort pour les collègues salariés, en fait. Ouais, Et puis le fait d'adhérer à un syndicat, ça te permet d'être mieux formé, mieux informé pour le dialogue social et d'être à armes équivalentes avec les dirigeants et avoir une conversation éclairée, quoi. c'est ça qui est. Alors, ça, c'est le côté, si tu veux, où quand tu représentes les salariés, à un moment donné, tu as besoin toi aussi de monter en compétence parce que le milieu du travail, les lois qui encadrent le travail, c'est quand même hyper complexe. Ouais. Les directions, elles sont souvent accompagnées d'un cabinet d'avocats qui vont les conseiller sur telle ou telle question. Ben, soit tu représentes les salariés sans étiquette, et auquel cas ben, tu dois trouver les aides tout seul pour répondre du mieux que tu peux. Si tu es affilié à un syndicat, effectivement, tu as la possibilité de te retourner vers le syndicat pour obtenir de Mhm. l'aide. Tu as accès à des juristes, tu as les retours d'expérience d'autres personnes. Donc, c'est vrai que ça apporte quand même du soutien logistique et de connaissances, on va dire. Donc, ça, c'est vrai que c'est aussi c'est le côté intéressant, on va dire, d'être dans un syndicat, peu importe lequel il est, en fait, hein, finalement. C'est Du d'avoir coup, moi je suis dirigeant et en vrai, j'ai pas des avocats pour m'aider. Par contre, le syndicat, il m'aide. Adhérer au syndicat, ça me permet d'avoir accès à des kits pour faire des accords d'entreprise moi-même, de la documentation, des réunions d'information, etc. Et de mieux animer la conversation dans mon entreprise ensuite, tu vois. Donc, de toute façon, le côté salarié, c'est vécu de la même façon. une entreprise qui n'a pas de dialogue social, c'est pas, pour moi, c'est hyper sain le dialogue social. C'est-à-dire que autant pour l'employeur que pour les salariés, s'il n'y a pas de dialogue social, comment l'employeur peut prendre connaissance de certaines préoccupations? Des fois, il ne peut pas, en fait, Mhm. hein. Surtout dans une structure, tu vois, nous, on est plus de 500 salariés, donc c'est Ouais. difficile pour le patron d'avoir la connaissance fine des problématiques dans certains services, etc. Nous, on a cette possibilité, c'est plus simple pour nous de lier la discussion avec certains salariés qui pourraient avoir peur finalement de s'adresser à la direction pour tout un tas de raisons valables ou pas d'ailleurs. Et nous, on peut se faire les porte-voix, mais sans que ça soit forcément un combat, c'est simplement apporter la problématique,
l'expliciter à la direction pour qu'elle puisse en prendre connaissance et ensemble trouver les solutions. Et c'est là où c'est intéressant, c'est quand on arrive à travailler ensemble, c'est là où généralement il y a les choses les plus intéressantes qui sortent. Quand on est que dans la confrontation, Mhm. c'est vrai que c'est compliqué. Alors, je ne dis pas qu'il y a des situations où il n'y a pas d'autre solution que d'être dans la confrontation, mais c'est vrai que quand on peut discuter et quand tous les participants jouent le jeu, ben, on arrive quand même, en tout cas de mon expérience personnelle, on arrive Ouais. à faire émerger des choses qui sont globalement plus satisfaisantes pour les salariés, même dans des conditions économiques compliquées, des conditions sanitaires, on les connaît compliquées, ben on peut essayer d'aller vers le mieux quand même, quoi. Donc c'est pour ça que moi, je me suis engagé dans cette démarche-là, quoi. Il y a aussi tout un sujet sur comment dire, la pérennité des compétences aussi, parce que quand on est à l'OPCO ou sur des instances publiques, les syndicats salariés ils participent au plan de financement, au plan de formation à long terme et à avoir une C'est ça. pérennité des compétences dans la filière qui dépasse l'entreprise et qui dépasse le court terme, quoi. C'est ce que j'allais dire. Par exemple, tu vois, en ce moment, on est en pleine négociation de ce qu'on appelle l'accord GPEC. Donc, c'est un accord qui encadre Gestion euh, prévisionnelle des emplois et des compétences. exactement. Et pouvoir être dans ces discussions-là, pouvoir aller essayer de grappiller du budget pour la formation, pouvoir essayer de se rapprocher des gens qui sont euh, statistiquement exclus de la formation, parce qu'on sait, nous, dans notre entreprise, tu Ouais. vois, c'est souvent les cadres qui se forment plus, et puis on a des gens qui ne sont pas cadres, qui sont éloignés de la formation. C'est nous, en tant que, tu vois, représentant du personnel, trouver les leviers pour aller les chercher, pour aller leur proposer des formations qui leur donnent un intérêt, soit à l'intérieur de la boîte, soit pour, pourquoi pas, plus tard être employable plus facilement en dehors. Et ça, moi, je trouve ça hyper intéressant de travailler sur les accords de formation, des accords d'intéressement. Bon, là, c'est le côté plus financier, mais c'est aussi Ouais. super intéressant. Enfin, il y a plein de sujets, mais la formation, c'est vrai que moi, c'est un sujet que je trouve hyper important dans une entreprise. Une entreprise qui ne forme pas, c'est une entreprise qui ne va pas bien. Et de pouvoir Et discuter des accords, c'est génial, quoi. il y a un autre sujet que je voudrais aborder avec toi, c'est comment expliquer. Tu vois, par exemple, quand il y a eu des événements chez Ubisoft, et en fait, tous les gens dont je récolte des témoignages sur des problèmes de harcèlement ou sur des problèmes de culture non inclusive, ils me parlent d'avoir des garde-fous. Donc déjà, il y a des espaces de conversation interne sécurisés où les gens toxiques ou du moins les gens peuvent se retrouver entre personnes qui ont un souci ou qui ont des difficultés pour se sentir à l'aise pour s'exprimer, donc des safe space, des safe places dans l'entreprise. Si on a et les dirigeants peuvent pas forcément animer des safe places, tu vois, donc de fait d'avoir des syndicats salariés participent. Moi, ce qui m'étonnait particulièrement dans tous ces témoignages, c'est que à chaque fois on nous dit les RH, les RH ne participent pas à la solution parce que les RH ils veulent que tout aille bien et du coup ils ont un problème à reconnaître le problème. Mais ça paraît pas normal pour les gens dont je récolte les témoignages d'aller voir les représentants du personnel ou les syndiqués. Et j'ai l'impression que ça fait partie de la solution, mais j'ai jamais vu ça mis en œuvre et je voudrais savoir ce que t'en penses toi. Bah, en fait, c'est vrai que c'est compliqué. Nous, on s'est posé la question il y a quelques temps parce que on a eu à se poser la question de justement des personnes qui se faisaient harceler, en interne ou pas, en tout cas de comment est-ce on est censé réagir si cette chose-là se produit. Et ce que nous ont dit les salariés, c'est qu'ils n'ont pas spécialement envie d'avoir allé naturellement vers vers la DRH ou les RH parce que dans l'imaginaire, la RH est forcément pieds et mains liés avec la direction qui va vouloir étouffer l'affaire pour éviter que ceci, cela. C'est vrai ou pas, je ne sais pas, mais c'est en tout cas le ressenti, il est réel. Du coup, Ouais. nous, on fait des propositions de dire, ben, effectivement, on peut peut-être créer un espace, pas forcément animé par les représentants du personnel eux-mêmes, parce que tu peux avoir du mal à te confier à un collègue qui a pas forcément, enfin, à qui tu n'as pas forcément envie d'exposer ta problématique et tu ne le connais pas forcément en plus. Donc, nous, tu vois, nous, on a fait des propositions de dire, ben, on peut peut-être faire venir quelqu'un dans le métier et d'animer un groupe de libération de la parole. Si, par exemple, imaginons, c'est un homme qui souhaite s'exprimer, bah, s'il souhaite s'exprimer avec un homme, on fait comme ça. Si une femme souhaite s'exprimer avec une femme, il faut les mettre dans une situation où il est confortable, où on lui, enfin, tu vois, moi, je serais mal à l'aise si demain il y a une femme qui souhaite livrer un témoignage
qu'elle s'autocensure parce que je suis un homme, et je comprendrais bien, tu vois, Mhm. la problématique. D'ailleurs, c'est pour ça que toutes les entreprises, alors je ne sais pas s'il faut un certain nombre de salariés, ont dû mettre en place une commission spéciale de gestion des agressions du harcèlement. En tout cas, c'est quelque chose qui est Mhm. obligatoire au sein des entreprises. Nous, collectivement, les élus, on a pris la décision que ça soit une femme, tu vois, qui soit à la tête de cette commission-là, parce que malheureusement, et c'est tragique statistiquement, c'est souvent les femmes qui se font harceler et sexuellement, voilà. Donc, entre élus, ça nous a semblé être une évidence, finalement, que ça soit une femme qui soit Mhm. responsable de cette commission-là. Et effectivement, à partir du moment où les gens ont su que c'était une femme qui était responsable de ça, il y a eu quelques témoignages qui ont Ouais. pu se libérer, dont certains qui étaient plus anciens de plusieurs années. Donc, Ouais. clairement, créer ces espaces-là, après, trouver la forme, c'est jamais évident. Mais clairement, ouais, c'est hyper important. C'est hyper Il y important. a le fait de désigner des personnes safe vers qui se tourner pour parler quand il y a un problème. Et déjà, ça annonce qu'on peut pas, on tolère pas de laisser faire les choses. Et ça ouvre des conversations, ça ouvre des portes. Mais il faut qu'il y en ait plusieurs, hein, parce que euh, même si je fais de mon mieux pour être, pour au moins paraître safe et qu'on puisse s'ouvrir à moi, il y a des gens qui seront jamais à l'aise forcément avec moi dans certaines situations. Donc il faut qu'il y ait d'autres personnes C'est ça. et ce sera réciproque. Parce que s'il y a qu'un seul garant de l'inclusion, ça ne marche Ça pas. marche Il faut plus. qu'il y ait plusieurs. Non, non, ça Ouais, marche ça plus. marche plus. Et puis, tu sais, il y a une dernière chose qui est importante, c'est que pour que ça marche, le dialogue social et la représentation, il faut qu'il y ait de la pluralité. C'est-à-dire Mhm. que dans l'idéal, alors dans les petites structures, c'est compliqué, mais dans des structures plus importantes, c'est bien qu'il y ait plusieurs tendances, en tout cas plusieurs personnes qui aient des sensibilités différentes qui participent au dialogue social. Pourquoi? Parce que tu vois, actuellement, moi je suis délégué syndical d'un syndicat qui est majoritaire dans l'entreprise, c'est-à-dire que notre Mhm. seul syndicat est amené à signer les accords tout seul. Si les autres, peu importe ce qu'ils font, on a le mandat pour pouvoir signer les accords. Et bien en fait, en vrai, sur le moment, on était content parce qu'on s'est dit les gens nous ont confié, nous ont accordé de la confiance, c'est cool. Mais par contre, ça flingue un peu la représentativité des opinions. Et au final, on se dit maintenant, avec le recul, de se dire, on était content d'être majoritaire, mais est-ce que c'est forcément une bonne idée qu'il Ouais. y ait moins de représentativité des idées, de la diversité des uns et des autres? Ben, pas forcément, en fait. C'est mieux quand il y a un peu de chaque. C'est là qu'il y a un vrai. C'est dans le dialogue, de toute façon, qu'on construit des choses intéressantes et qu'on trouve des choses nouvelles. Et quand le dialogue ne peut pas avoir lieu pour tout un tas de raisons ou qu'il est compliqué, bah, c'est difficile de faire émerger des choses qui soient innovantes, inclusives, safe, etc., etc. Et il faut de la pluralité partout, tout le temps. Ça, c'est obligatoire. Il y a un utilisateur LinkedIn qui dit voilà les retours des managers. Du coup moi ça m'est arrivé d'avoir mon manager qui veuille pas donner le go sur les congés alors que c'était important. Mais c'est pas qu'il voulait pas que je prenne le congé, tu vois, mais qu'il donnait pas le go. Et c'était pénible. Et du coup j'en ai parlé avec le délégué du personnel qui en a parlé à l'RH, qui en a parlé avec le manager et le problème a Mmh. été réglé très vite quoi. Et ce qui est bien c'est que dès qu'on met un représentant du personnel dans la conversation, on peut plus ignorer le problème ou le remettre à demain. Il faut qu'il soit résolu quoi. C'est ça. Est-ce que c'est une relation, genre les managers, ils sont contents d'avoir des représentants du personnel vers qui se tourner et avoir une conversation ouverte? Alors, étonnamment et paradoxalement, on a souvent des managers qui s'adressent à nous. Pour leur propre cas d'ailleurs, parce qu'après tout, ils sont certes managers, mais Ouais, c'est vrai, ils sont salariés. ils sont aussi salariés. Euh, Là, il y a une pandémie qui fait que la méthode de management, parce qu'avec le télétravail qui s'est imposé de façon très large, eh bien, le travail des managers a quand Ouais, même considérablement évolué. Et nous, on en a certains qui nous ont contactés en se disant, mais du coup, c'est quoi mon métier maintenant? Comment est-ce que je vais évoluer? Moi, ça ouais. fait 30 ans que je fais comme ça. Là, tout d'un coup, ça évolue. Donc, on n'est pas forcément, c'est pas une relation frontale avec les managers, c'est plutôt on essaye de trouver des solutions. Après, c'est vrai, l'un des rôles des élus du personnel, c'est aussi de temps en temps, quand dans des situations individuelles, parce qu'il y a l'action collective, et puis il y a aussi d'accompagner des gens de façon individuelle Ouais. sur des situations soit conflictuelles, soit des gens qui ont des soucis de santé, des soucis de ce type-là, où là, on va apporter une aide. Des fois, c'est juste écouter.
Des fois, ça suffit largement. La personne a pu livrer sa problématique, mais des fois, simplement, moi, j'ai des salariés qui m'ont demandé, écoute, Yoann, j'ai un rendez-vous avec mon manager et la DRH pour un problème particulier. Je veux juste que tu y assistes en tant qu'observateur. Et cette simple présence-là, effectivement, tout de suite, ça pose les bornes du rendez-vous en disant que personne ne va pouvoir déborder au-delà de ce que la loi permet. Parce qu'on sait que des fois, il peut y avoir des petites pressions, des choses comme ça. Là, la simple présence qui vient acter les choses, un petit compte rendu très factuel, un tel a dit ceci, un tel a dit cela, ben, tout de suite, forcément, ça borne la chose et voilà, ça évite qu'il y ait des dérapages. Mais bon, quand on en arrive là, c'est que déjà la situation du salarié, elle n'est pas hyper confortable quand même. Quand on en est obligé de faire venir un tiers pour s'assurer que tout le monde respecte bien les règles du jeu, bon, c'est le côté peut-être le plus difficile, je trouve, en tant que représentant du personnel, parce que là, du coup, on a affaire à des situations personnelles, individuelles, intimes. Et moi, des fois, il y a des gens qui t'appellent le soir à 21h en pleurs parce qu'ils sont pas bien pour telle ou telle raison. Et là, bon, là, il faut, tu vois, c'est compliqué de trouver les bons mots, de la bonne façon d'accompagner. Des fois, il faut juste accueillir le témoignage. Des fois, c'est juste ça que les personnes ont besoin. Mais c'est enrichissant et tu te sens utile à tes collègues. Et ça, c'est hyper intéressant. Et puis dans l'organisation, en vrai, tu es indispensable parce que si t'étais pas là, ça veut dire, enfin, quand il y a un problème, comment on fait pour le résoudre, tu vois. C'est okay. Ah ouais. Je comprends. En tout cas, voilà, c'est quelque chose de super enrichissant. Donc, ceux qui nous écoutent, si vous vous posez la question, intéressez-vous de près à cette question-là parce que c'est pas juste avoir des banderoles et des porte-voix. Moi, ça m'est pas arrivé souvent en plusieurs années. C'est surtout de la discussion, de la construction, trouver des solutions qui puissent convenir à tout le monde et c'est enrichissant à tout point de vue. Vraiment. Du coup, engagez-vous. Engagez-vous qui disait. Engagez-vous. Et en vrai, au moins poser la question de la représentation du personnel dans votre entreprise. C'est un sujet qui est, dites-vous que quand les dirigeants veulent l'animer, ils ont du mal à trouver des gens en face pour vouloir participer. Donc, on est toujours content d'avoir plus de dialogue social. Tout le monde est plus heureux quand il y a un bon dialogue social. Je pense est-ce que c'est ça qu'on peut retenir? Le dialogue social, ça rend heureux ou l'absence de dialogue social empêche d'être heureux? Je ne sais pas si ça l'empêche, mais en tout cas, le dialogue social, ça participe au fait de rendre déjà les élus heureux de pouvoir participer et d'être dans le sens de défendre les collègues. C'est quand même noble comme action. Et puis, quand les collègues viennent te voir et te disent c'est super ce que vous avez fait. Alors attention, hein, tu reçois aussi des mails d'insultes, ça arrive. Mais quand les collègues viennent te voir pour te dire c'est bien que vous ayez réussi à négocier ceci, cela, etc., c'est gratifiant pour tout le monde. Il ne faut pas le prendre à titre individuel parce que souvent c'est une action collective et c'est agir pour le collectif. En tout cas, moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est d'agir pour le collectif dans l'objectif d'améliorer les conditions de travail de tout le monde. Et ça, c'est super gratifiant. Yoann, avant que tu partes, où est-ce qu'on te retrouve? Tu fais 20 000 trucs sur Internet. Par quoi on commence? Ouais, sur Twitter. Sur Twitter? Ouais, alors c'est un vieux pseudo que j'ai pas changé parce que ça fait 12 ans ou 13 ans que j'ai un compte Twitter, donc c'est YoYo38, voilà. Sinon, je suis présent sur LinkedIn, Yoann Bernabeu, ou sur YouTube avec une chaîne qui s'appelle Yoann Dev. Ouais, j'ai regardé une vidéo, c'est les hebdos, c'est ça? Ouais, je sors une vidéo tous les mardis à 18h où je fais une petite revue d'actu qui est construite de façon collective. En fait, j'ai lancé une petite plateforme où chacun peut soumettre des actualités qui l'ont marqué dans la semaine. Et j'en fais une petite vidéo le mardi à 18h où en 10 minutes, voilà, je balaye 10 actus que la communauté a proposées durant la semaine. Concrètement, j'ai écouté la dernière en faisant le petit déjeuner ce matin. J'ai passé crème. C'était très bien. C'est parfait, c'est parfait. Avec le café, c'est l'idée du truc. Tu prends ton café. C'était le temps que je coule le café. Hein. Ah ben voilà. Non mais oui, donc super. Et Tutomarx, c'est un projet auquel tu participes?
Non, pas du tout, mais je trouve que c'est super ce qu'il a fait. Ok. Je me rappelle des balbutiements au tout début où il a lancé sa plateforme. Je me rappelle plus son prénom et ouais, je relaye systématiquement parce que c'était bien. Et lui, il relaie pas mal de monde aussi. Donc voilà. Mais non, non, je suis pas du tout à l'origine de ça, absolument pas. Mais je trouve que c'est une super plateforme. C'est une super initiative aussi, ouais. Carrément. Ah ouais, tout est cool. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. On se revoit bientôt et du coup, tu auras le micro bientôt. Je pense que c'est Cindy qui l'a et elle a prévu de l'envoyer. Elle a déjà l'étiquette. Elle a peut-être déjà posé au relais colis. Tu l'auras bientôt. C'est cool. À Super. bientôt. Impeccable. Merci. Allez, ciao. Au revoir.